Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo. Ça arrive avec un petit peu de retard, mais ça arrive quand même. Halo saison 2, épisode 4, toujours 100% spoilers, de manière hebdomadaire. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, l'épisode, c'était épique, mais vraiment. Et si la critique arrive un peu plus tard que d'habitude, c'est parce que j'ai regardé 2 fois l'épisode, contrairement aux 3 premiers. Je l'ai regardé 2 fois, et les 2 fois, je me suis régalé. Mais vraiment, je n'ai quasiment rien à reprocher à cet épisode. Si ce n'est que, il y a une énorme différence de qualité d'écriture entre l'épisode de la semaine dernière et celui-ci. Et ça prouve, encore une fois, que les scénaristes sont capables de faire de la qualité, mais dès lors qu'on y mêle inclusivité, combat politique, qu'on veut un peu trop s'éloigner du jeu, ben forcément, c'est moins bon. Alors attention, moi, vous le savez, je suis pour qu'on prenne des libertés avec la série, et il y a de grosses libertés qui sont prises, notamment au niveau d'un personnage, le personnage de Jacob Case, j'y reviendrai, mais pour moi, c'est pour le mieux. Alors, épique, c'est ce qui définit cet épisode, parce que beaucoup d'action, des scènes d'explosion, de cascade, de la bravoure, de la douceur aussi, de l'attachement entre les personnages, mais surtout du sacrifice, de l'honneur, des révélations. Il y a absolument tout ce qu'il faut et j'espère vraiment que les épisodes suivants, les 4 prochains épisodes, vont être à la hauteur de celui-ci pour nous faire oublier les trop grandes faiblesses des 3 premiers épisodes. J'ai retrouvé la saison 1 que j'aimais, c'est-à-dire la saison avec beaucoup d'action, parce que oui, il y avait beaucoup d'action dans la saison 1, quoi qu'on en dise, c'est une réalité, c'est un fait. Il y avait plus d'action que sur les 3 premiers épisodes de cette saison 2, et là, on a renoué avec ça, donc ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir Reach de l'intérieur. Reach, donc la planète où il y a l'UNSC et les Spartans, la planète mère, on va dire, de voir Reach, de voir ses quartiers, ses rues, son centre commercial, ses boutiques, les citoyens qui se baladent, les civils, ben ça donne de la vie. C'est comme dans un jeu vidéo, un open world ou peu importe, si il n'y a pas de vie, si on n'explore pas la ville, on a beau faire un jeu visuellement de qualité, ça n'a que très peu d'intérêt. Sur Cyberpunk 2077, ce qui a de l'intérêt, c'est quand il y a énormément, quand on se balade dans les rues et qu'il y a des personnes, qu'il y a de l'interaction, qu'il y a de la vie. Et on peut se poser et voir les gens faire leur train-train quotidien. Et là, c'est ce qu'on a retrouvé avec cet épisode et je trouve que c'est une très bonne chose. On l'avait dans la première saison, mais sur d'autres planètes que Reach. Là, on l'avait pas eu dans les 3 premiers, c'était presque que les mêmes décors sur les 3 premiers épisodes, des huis clos. Là, on respire un peu et il y a plusieurs plans extérieurs où on voit la ville de l'extérieur en vue de dessus. Les effets spéciaux sont très très bien faits d'ailleurs. Donc, très bonne idée d'avoir fait ça. Et on va avoir donc nos 2 personnages, notre duo que sont John et le caporal Pérez. Je vais revenir sur elle parce que pour moi c'est un gros coup de cœur cette saison, à la fois sur l'actrice et le personnage. Mais lorsqu'ils sont en fuite, ils se réfugient dans une maison qui est en fait une boutique de collection d'œuvres d'art et il y a la collectionneuse d'art, une vieille dame, qui va leur parler un petit peu de l'importance des reliques, notamment une hache que John prend, qui est une hache. Elle va lui raconter l'histoire de cet objet, que c'était un instrument, un outil qu'on utilisait sur Terre pour se chauffer, pour couper du bois. Elle va leur parler un petit peu de la Terre. On va avoir des noms, notamment le Connecticut aux États-Unis et d'autres noms. C'est bien parce que ça nous permet à la fois d'envisager tout le lore de Halo, de se dire on est parti de la Terre au XXe siècle, il s'est écoulé 600 ans puisque là on est au XXVIe siècle. Et du coup, bah, il se passe énormément, il y a énormément de choses à exploiter au niveau du passé des événements. Et on comprend un petit peu on envisage la largeur, l'importance du lore de la série. Donc une très bonne chose. Et puis pour ceux qui l'ont remarqué, mais je pense que vous l'avez remarqué parce que la caméra insiste beaucoup, on voit une Xbox dans le décor parmi les objets. Alors on a une machine à écrire, une ancienne machine à écrire, et on a une Xbox.
Et on a ce discours à la fois de cette dame et du lieutenant Pérez, de cette dame qui dit c'est important les objets, ne pas oublier d'où on vient parce que c'est notre histoire. Et en même temps, Pérez qui lui dit mais il faut évacuer, peu importe, laissez tout ça derrière vous. Ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de s'en sortir vivant. Il faut pas trop s'attacher à ces objets. Je ne peux empêcher d'y voir, même si je pense que c'est pas forcément volontaire, mais je ne peux m'empêcher d'y voir une allusion au format physique et au format dématérialisé. Je suis attaché au format physique. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du dématérialisé et dans les prochaines années, très probablement, du full dématérialisé. Probablement dans 10 ans, ou maximum dans 15 ans, il y aura quasiment plus de format physique, si ce n'est des jeux d'occasion. Et je ne peux m'empêcher de me dire que il y a un petit clin d'œil justement aux racines des consoles et notamment de Xbox, à savoir le format physique, la console, et le fait de voir cette console Xbox dans le décor, une console que j'ai vue à sa sortie. J'étais au lycée ou au collège, je sais plus, au lycée. Il y a un petit peu de nostalgie et ça fait plaisir. Ensuite, on insiste sur l'importance de l'humanité des Spartans, que ce soit au début de l'épisode avec Vanak qui va nourrir des pigeons, donc l'humanité, la bienveillance des Spartans vis-à-vis des autres espèces, notamment animales. On sent que voilà, il y a pas grand-chose qui les diffère des autres humains, si ce n'est la force physique, et même s'ils ont été entraînés au combat, ils commencent à avoir des doutes, à se poser des questions, notamment le personnage de Reese, qui va voir des gens autour d'elle qu'elle aime qui meurent. Elle semble de moins en moins se foncer dans le tas comme en saison 1 et de plus en plus prendre conscience du danger, notamment de la souffrance physique qu'elle peut ressentir au combat et des pertes de ses amis. Et là, on en arrive à un point qui était le plus gros point négatif de l'épisode précédent, c'est les persos woke. Donc le perso woke, c'est ce couple LGBT, lui est aveugle et son ami est docteur, et bon voilà, donc c'était le couple LGBT de l'épisode précédent, qui dégage du scénario en fait. En fait, il meurt, mais sans aucune importance. Je me mets quelques instants à la place des persos, des gens des minorités. Il se dit c'est super, on est représenté dans une série. Alors moi je suis pas pour la représentation des minorités dans la série, hein, dans les séries et dans les fictions, je l'ai déjà expliqué, mais j'essaye de comprendre. Ils se disent on est représenté, c'est super. Sauf que l'épisode suivant, ils sont évacués, mais de manière tellement anecdotique qu'on sent que les showrunners, les scénaristes devaient remplir un quota, le quota de wokisme, le quota de minorité. Une fois que c'est fait, ils les dégagent et ils passent à autre chose. Donc, ça vous dit quoi? Puisque il y en a un qui va mourir hors champ, on va le retrouver mort contre mur dans un couloir, et l'autre qui va apprendre que son petit ami est mort, donc l'ancien Spartan qui va aller se sacrifier en se faisant exploser avec des grenades face à des Covenants. Pas une seule larme de la part de qui que ce soit, on n'en parle plus, ça y est, comme s'ils n'avaient pas existé. Ça vous prouve que Paramount+, Netflix, Disney+, toutes ces plateformes de SVOD et toutes ces grandes sociétés de production qui misent à fond sur le wokisme, ils ne le font pas par conviction, bien qu'il y ait chez certains qui sont convaincus, il y a des militants, ils le font parce que c'est commercial. Et si vous êtes une personne LGBT qui écoutez cette vidéo, ou des minorités, peu importe, sachez que ces plateformes ne sont pas vos amis. Et contrairement à moi qui ne soutiens pas les minorités, mais sans haine, qui vous dit franchement les choses, ces plateformes de SVOD sont très hypocrites. Elles font semblant de vous soutenir, mais en réalité, elles n'en ont rien à faire de vous. Elles sont là pour remplir un quota commercial. Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez qu'en fait, vous êtes les dindons de la farce. Donc, moi, je suis content parce qu'il n'y a pas besoin de perso woke dans le scénario, mais c'est clair que les minorités, ils viennent de se faire éjecter de l'épisode de manière pas très cool. Bref, on en vient au duo, un des duos les plus intéressants pour l'instant, et j'adore cette actrice, je l'ai déjà dit les épisodes précédents, je la trouve tellement talentueuse, charismatique, Natasha McKellon, c'est Halsey, bien sûr, Halsey et Soren, dont on nous promettait à la fin de l'épisode un duo qui allait faire des étincelles, des retrouvailles qui allaient être peut-être épineuses, mais au final, de la bienveillance, j'ai trouvé, entre les deux personnages, surtout de Halsey envers Soren. Elle lui demande des nouvelles de son fils, elle lui explique que plusieurs années plus tôt, s'il a pu s'enfuir, c'est grâce à elle, parce qu'elle avait donné des ordres à l'UNSC de le laisser partir. Donc,
elle s'inquiète vraiment de son bien-être, de sa santé mentale, de sa famille. Est-ce que c'est de la manipulation? Je ne pense pas, parce qu'on va voir que elle aussi, elle va subir des pertes dans sa famille. Donc, on la voit un petit peu ses sentiments à nu, en dehors de sa manipulation et de sa mainmise sur les Spartans. Là, on la voit sans ces sortes de barrières mentales, cette emprise. On la voit dénuée de toute emprise sur les Spartans et elle est attachante. Et Soren, lui aussi, qui, par ses traits d'humour, son indépendance d'esprit, a une personnalité qui se détache des autres Spartans. Et je pense que s'il rejoint l'équipe comme ça semble être le cas dans les prochains épisodes, il va faire beaucoup de bien à l'équipe. Bref, pas d'animosité entre les deux personnages, mais malgré tout de la méfiance de Soren, mais pas d'animosité, pas de conflit, pas de cris ou de reproches, une attitude adulte et responsable, ça fait plaisir. L'importance maintenant, l'importance de Cortana pour le Covenant, puisque oui, ils sont venus pour Cortana, pas seulement, mais ils sont venus pour récupérer Cortana, cette intelligence artificielle dont je ne suis toujours pas... voilà, je trouve que le changement de design est catastrophique, mais bon, on n'y changera plus rien, c'est comme ça. Donc Cortana qui est importante pour l'UNSC, mais qui est aussi importante pour les Covenants, et Maki qui vient récupérer Cortana sous les yeux désemparés de Halsey. Et ensuite, on a le passage qui est le meilleur, celui qui m'a donné les frissons, qui m'a donné la chair de poule. C'est le discours de Jacob Keyes, leur chef, le patron, celui qui est resté là, alors que Ackerson et tout le reste des personnels importants sont partis. Lui, il est resté parce que c'est un homme d'honneur. Son discours qui m'a fait penser, alors dans une moindre mesure quand même, mais qui m'a fait penser au genre de discours que j'adore dans les films américains comme Armageddon, Independence Day ou d'autres. En général, des discours de président qui encouragent la nation, fier de ses Marines. Alors, Panorama, on passe bien en revue les visages, on nous montre bien toutes les couleurs de peau, on a des Asiatiques, des Afro-Américains, des Blancs, voilà, toutes les couleurs sont représentées. Bon, ça me gêne pas du tout, honnêtement, tant qu'on fait pas une fixette sur une couleur de peau. Mais voilà, le discours de Jacob Keyes et surtout l'admiration de John qu'il présente à tout le monde voit enfin le visage de John 117 et dit celui que vous appelez le Master Chief. Ça, j'ai trouvé cette séquence excellentissime. C'est une séquence qui est galvanisante pour les personnages, qui les rebooste et on sent qu'ils sont reboostés pour l'action, pour le reste de la saison. Franchement, je vous dis, j'ai regardé 2 fois l'épisode, surtout pour cette séquence-là, et j'en avais quelques frissons. Voilà. L'acteur d'ailleurs qui fait Jacob Keyes est excellent et on en vient à son sacrifice et c'est là où ça diffère grandement des jeux. C'est pas du tout la même mort, c'est pas du tout aux mêmes événements, c'est pas du tout au même moment. Mais son sacrifice, et j'ai trouvé que c'était là aussi stylé, le mec sort une pipe pour griller, voilà, pour comme s'il sortait une cigarette, face à des Covenants qui sont là encerclés, qui l'encerclent. Il a débranché la conduite de gaz, voilà, et il leur dit vous avez du feu. Boum, il se fait exploser avec tous les Covenants. Il permet à la navette qui est dirigée par Perez de partir avec les civils. Le mec part, mais grandiose, voilà. On sent, il y a un petit côté Snake Plissken, si vous voyez ce que je veux dire. C'est excellentissime, son sacrifice est grand. Après, je pense que les joueurs vont dire ouais, mais c'était pas à ce moment-là qu'il meurt dans les jeux. Les gars, je vous le redis, c'est pas un copier-coller, ça n'a aucun intérêt de faire un copier-coller. La série n'est pas canon avec les jeux, c'est une réinterprétation. Tant que l'univers est respecté, et c'est le cas, ça va. La mort, enfin, de Vanak, qui lui aussi quelque part se sacrifie pour protéger John qui est en train de faire un contre un face à un Covenant et Vanak qui vient sauver John mais qui se fait tuer, exploser le cœur. Et je pense que Soren va prendre sa place dans l'équipe, si ce n'est définitivement, au moins temporairement. Donc la mort de Vanak, là aussi, qui met John, qui met un grand coup à John, un coup, et justement à ce moment-là, il voit Maki qu'il pensait morte. On rappelle, Maki, la seule personne avec qui il a pu faire preuve d'intimité, hein, puisqu'ils ont eu une relation physique les deux en saison 1. Et dans le même temps, il revoit Halsey. Donc il voit Halsey
et Maki, ça va lui faire beaucoup à encaisser, un perso qui croyait mort, et Halsey qui est son mentor, quelque part manipulatrice, qui a fait de lui ce qu'il est. Je pense que ça réserve du très très bon pour la suite de la série. J'espère qu'on va pas retomber dans cette espèce d'histoire de wokisme, de coming out, de perso LGBT, qu'on n'aura pas de... Voilà, ce genre de thématique lourde qui n'a rien à voir avec les jeux. Mais cet épisode me laisse entrevoir le meilleur pour la suite. Maintenant, il va falloir qu'il se foire pas, parce que les montagnes russes en matière de qualité, ça pardonne rarement. On l'a vu avec The Last of Us, ils nous ont fait de l'excellent, ils ont fait du très mauvais, de nouveau du bon, de nouveau du très mauvais, et au final, la saison 1, pour moi, est un énorme échec qui ne me donne même pas envie de la revoir. Donc j'espère vraiment que la qualité des 4 prochains épisodes sera aussi bonne que celle-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup. J'avais dit que je ferais une vidéo plus courte, mais finalement elle est plus longue. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bon week-end et ciao tout le monde.